tous d'être là et un grand bonjour. Donc, pour accueillir un auteur de bande dessinée qui a consacré une grande partie de sa carrière à développer une des séries majeures de la bande dessinée française en science-fiction, Jean-Claude Mézières, qui a réalisé les aventures de Valérian avec son vraiment complice, on peut dire ce mot, pardon le micro. Vraiment, on peut dire avec ton complice, Pierre Christin. Et pour accueillir Jean-Claude, bon, on a pris cette image quand même pour les gens qui connaissent les Utopiales. Ça va leur rappeler l'affiche de Utopial 3, c'est-à-dire c'était en 2002, il y a déjà 11 ans. Ouais. Donc le dessin qu'avait fait Jean-Claude pour cette affiche et avec l'occasion de l'expo qui avait eu lieu. Donc, et je vais simplement donner le thème de cette affiche. Je ne sais pas si j'ai des crises mystiques, ça m'étonnerait, mais là, il s'agissait en fait, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Adam et Ève chassés du paradis, et là, c'était plutôt un astronaute et sa compagne qui sont chassés par la toute-puissance d'un village biosphère où ils vivaient sur une planète. Enfin, c'est juste une improvisation comme ça, mais le dessin était content. Enfin, j'étais content d'avoir fait ce dessin pour Utopial. Je me souviens, j'étais en contact avec toi assez souvent pour ça. Tu avais quand même un petit peu de difficulté. Ouais, on va pas rentrer là-dedans. Voilà. J'ai dit 3 semaines ou un mois. Ouais, non, c'est ça. À chercher l'idée. À chercher l'idée, évidemment. Donc, Jean-Claude Mézières, comment dire, c'est essayer de savoir comment tu es venu à la science-fiction, parce que c'est quelque chose dans lequel tu es tombé petit, ça a été un parcours initiatique, ça a été une quête. Il y a d'abord le fait que je suis tombé dans la bande dessinée très jeune, puisque mon frère aîné, de 7 ans de plus que moi, faisait des bandes dessinées pour lui et faisait des petites histoires humoristiques, et ça m'arrivait de faire la suite des histoires qui n'étaient pas publiées. D'ailleurs, ils n'étaient pas publiés, mais c'était une manière de prendre le relais, et je recopiais ces dessins. Puis, il y a eu tous les journaux d'après-guerre, et notamment, ce qui est très amusant de parler de ça en ce moment, c'est qu'un des premiers auteurs qui m'a influencé très fortement, c'est Albert Uderzo, qui signait Al Uderzo dans le magazine Hockey, où il faisait une histoire de Moyen-Âge, de princesse, de dragon, comme ça. Et son graphisme était déjà très abouti, alors qu'il avait peut-être que 17-18 ans. Et moi, j'en avais à ce moment-là 11-12, et ça me fascinait. Puis j'ai eu évidemment la période Tintin, la période Spirou, etc. Et la science-fiction ne faisait pas partie de la bande dessinée du tout. Il y avait quasiment que des westerns, des séries policières, des militaires galonnés et conducteurs d'engins stratosphériques. Il n'y avait pas de science-fiction. Par contre, il y avait dans les années 50 un formidable courant autour des romans science-fiction pour jeunes. Et mon copain Pierre Christin, puisqu'on se connaissait déjà quand on avait 10-15 ans, et mon copain Jean Giraud Ulius, qui lui aussi était copain d'école, on se passait des bouquins, on lisait beaucoup de science-fiction, de tout, n'importe quoi d'ailleurs. Je veux dire que j'ai des souvenirs magnifiques et des souvenirs un peu confondus. Mais la science-fiction était un domaine. C'était très mal vu par les bibliothèques évidemment, les journalistes évidemment, les profs évidemment. Et donc, quelques années plus tard, quand on a décidé de se lancer un peu, Christin et moi, on a dit, puisque c'est ça, on va se lancer dans une BD de science-fiction, puisqu'il n'y en avait pas dans le journal Pilote dans les années 65, quand on a démarré. Donc oui, tu arrives avec Pierre Christin au journal Pilote, où il y a déjà comme du beau monde. Il y a Astérix, il y a Blueberry de son ami Jean Giraud, Charlier. Et vous décidez de faire une histoire de science-fiction, mais alors on compte un petit peu différemment des autres. Vous choisissez de faire de la SF,
déjà genre qu'il n'y avait pas, parce que refaire du western, du Moyen-Âge et tout ça, c'était des terrains. Il y avait largement des pointures qui étaient très occupées. Voilà. Et alors, vous dites que vous créez ces deux terrains. Mais alors, de créer un héros, comme ça se faisait, hein, quand on prend Blueberry, il y a Blueberry et des Faire-Valoir. Quand on prend, les aventures de Barberousse, il y a un héros et des Faire-Valoir. Et vous créez alors une histoire où les héros sont deux. Et de plus. Pas tout de suite. Tout ça, ça a été. Il faut dire ce qui est, à l'époque, la première histoire de Valérian qui est parue dans le journal hebdomadaire de Pilote, qui a sur 2 pages par semaine, c'était quelque chose qui n'était même pas prévu pour un album, puisque le format était de 30 pages. Et 30 pages, ça faisait pas un album, mais il n'y avait pas d'album. Il y avait très peu d'albums. Il y avait les premiers Astérix, qui étaient encore, je ne veux pas dire confidentiels, mais presque. Et il y avait des albums de Lucky Luke, etc. Mais l'album n'était pas la norme pour la bande dessinée en France. Et donc on a fait 1, 2, 3 histoires, et ce n'est qu'au bout de la 4e histoire qu'on m'a dit on va faire un album. Donc à ce moment-là, on a formaté beaucoup mieux sur les 44, 46 pages qui étaient nécessaires pour remplir sur une seule feuille, imprimée recto verso, un album de bande dessinée. Donc les héros, donc il y a Valérian, il y a Laureline. Alors disons, grosse innovation, déjà ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 héros dans votre histoire, un homme et puis il y a un personnage féminin. J'imagine qu'à l'époque, est-ce que ça a été accepté tout de suite? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre toi et, j'imagine, Pierre, il y a dû y avoir quelques discussions? Eh bien, est-ce que, comment dire, la rédaction en chef de Pilote a accepté tout de suite le projet? Il n'y a eu aucune barrière à ça. Il semblerait simplement qu'à l'époque, les dessinateurs ou les rédacteurs en chef, c'était quand même Goscinny et Charlier, les rédacteurs en chef de Pilote, lorsque, au cours de la première histoire, Valérian est sauvé d'une feuille magique dans un voyage au Moyen-Âge, eh bien, tout de suite, le personnage de Laureline, bizarrement d'ailleurs, je le dessine mieux que la gueule de Valérian, qui a encore énormément de mal à se mettre en place, mais on découvre que c'est très chouette de faire une nana, parce que les nanas, on aime bien les nanas, et puis il n'y en avait pas, il n'y en avait aucune. Il y avait les Castafiore, les princesses évanouies, les emmerdeuses, ou la maman du petit garçon, et les concierges. C'était vraiment le personnage féminin dans la bande dessinée française, c'était quasiment comme ça. Donc, il y a eu quelques lecteurs qui nous ont écrit pour dire « Ah, c'est marrant, vos histoires de science-fiction, de sauts spatio-temporels, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il y a une nana. Il y a une nana. Et la Laureline s'est taillée tout de suite une réputation. Moi, je faisais ce que je pouvais pour la dessiner correctement. Mais la manière dont Pierre lui a donné des dialogues, au début, elle a un rôle encore très second plan, et très très vite, on a découvert qu'évidemment, c'était formidable d'avoir un personnage comme elle, parce qu'elle est, justement, elle est libre, c'est un électron libre par rapport à Valérian, qui était un employé, un officier de Galaxity, quoi. Aux ordres, évidemment, alors qu'elle elle dit tout ce qu'elle veut, et ça a permis de faire des conflits, et très très vite, les 2 personnages sont très souvent pour, non pas des histoires de casseroles ou ménagères, mais pour des raisons politiques. Et c'est ça aussi qui a bien marqué, très vite, un des premiers clashs, je crois, c'est dans Bienvenue sur Alphelol, qui est quand même une bande qu'on a fait en 1972, et c'était quelque chose écologiquement, ça se faisait pas encore de raconter des histoires de à qui est la terre et qui a le droit d'exploiter la terre et comment on le fait. Et évidemment, Laureline prend le côté des braves sauvages et des gens qui sont dépossédés, et Valérian, lui, il est coincé parce qu'il a des ordres d'un côté, et même si son cœur penche comme Laureline vers la joie avec les gens, il peut pas le faire. Alors il s'engueule, il se fâche, et ça devient très sérieux. C'est ça qui est amusant. Et avec
pas une volonté de faire du militantisme, mais c'est vrai que, je crois, on a fait, à ce moment-là, une des toutes premières BD écolo, ou du moins qui traitait de problèmes écologiques dans le monde de la bande dessinée, qui était encore assez conservateur quand même. Donc, Valérian, vous pouvez démarrer en pilote. Là, on a mis la couverture de Bienvenue sur la faune. Donc, et c'est l'histoire, d'avoir créé ce personnage de Laureline, ça donne à Pierre, le scénariste, quand même, des ressorts scénaristiques absolument extraordinaires, quoi. Alors, mais par contre, vous choisissez qui a choisi réellement de placer ça dans tel temps, dans tel type d'histoire? C'est des volontés de Pierre, ou c'est une collaboration, c'est une discussion entre vous deux, ou c'est... On ne savait pas. On ne savait pas ce qu'on voulait faire. On savait qu'on ne voulait pas faire ce que les autres faisaient. Donc, la SF nous convenait très bien puisqu'il n'y en avait pas dans le journal. Et deux, pour moi, dessinateur un peu compulsif, justement pas très content de son dessin, je me bagarre toujours avec mon dessin, etc. Ça me permettait de changer. Au lieu de fixer, comme en bande dessinée, un univers de la maison de banlieue, de l'école, nous, à chaque album, on créait une planète, on créait des civilisations, et c'était donc la bride sur le cou, et c'était assez formidable que chaque album pouvait relancer complètement la machine, de dire, on va traiter un autre sujet, j'ai plus envie de dessiner des châteaux forts tarabiscotés, mais au contraire, on va imaginer l'eau et nu de l'espace, avec, par exemple, Point Central. Et donc, à chaque fois, la richesse des scénarios me permettait d'essayer d'approcher des images qu'on ne trouvait pas dans d'autres BD. Donc, le parti pris graphique aussi que tu as pris, là, Jean-Claude, par rapport à ton dessin, est-ce que tu as choisi quelque chose de très particulier par rapport à Valérian et Laureline, ou est-ce que c'est une simple évolution de tout ce que tu avais appris avant? Disons que j'ai toujours été d'une veine humoristico-réaliste, c'est-à-dire que j'adorais évidemment les dessins de Franquin, et notamment aussi de l'équipe de Mad Magazine aux États-Unis, avec des grandes influences de Jack Davis, de Kurtzman, etc. Et de l'autre côté, mon admiration absolue pour les dessins de J.G., et notamment les westerns de Jerry Spring, où la maîtrise, on parle technique là, des ombres noires et blancs, du pinceau, et tout ça, ça me fascinait, c'était vraiment ce que je trouvais le mieux. Giraud, à l'époque, était en train de tailler des croupières à J.G., mais il n'avait pas encore réussi à le dépasser, quoi. Et J.G. était ce fabuleux dessinateur, d'ailleurs, il vient de jeter un coup d'œil à l'expo Poivet, Poivet avait un style croquis qui me gênait un petit peu parce que il n'y avait pas assez de détails, il n'y avait pas assez de choses auxquelles le lecteur s'accroche. Alors que J.G. pouvait, avec une économie de moyens extraordinaire, raconter la poussière, les matériaux, les rochers, etc. Et donc j'ai essayé toujours de mélanger un peu mes deux influences, et c'est devenu du Mézières en bout de course. Oui, assez vite, vous reconnaissez son style. Alors, donc toi, quand tu commences à faire Valérian, vous êtes en pilote, vous travaillez quand même pour un hebdomadaire. Alors pour un hebdomadaire, je pense que c'est quelque chose qui est difficile, qui est un peu compliqué à concevoir maintenant parce que tous ces journaux, tous ces hebdomadaires ont disparu. Est-ce que vous aviez un rythme de travail, vous aviez des impératifs, il y avait, vous deviez rendre les planches, est-ce que tu arrivais à minuit à l'imprimerie pour donner les planches comme le décrivent certains auteurs comme Cabu ou Gottlieb ont beaucoup raconté de bêtises là-dessus, mais c'était vrai, c'est-à-dire qu'on démarrait, évidemment, lorsqu'on était d'accord avec Goscinny pour dire, ok, Christin avait écrit un synopsis de 2-3 pages, que Goscinny avait lu, mais jamais pour dire non, ça ne sera pas ça, oui, ça sera ça. C'est oui, allez-y les gars, allez-y, ouais. Peut-être des toutes petites remarques techniques
sur une manière d'écrire le scénario, mais c'était la brique, encore une fois, la brique sur le clou. Allez-y les gars. Vous prenez de l'avance, parce qu'évidemment, tous les dessinateurs espèrent être en avance pour ne pas se précipiter à rendre les planches très très vite. Et évidemment, dans les dernières pages de l'album, c'est la course contre la montre, et il y avait 2 pages à fournir par semaine, et on avait perdu toute l'avance, et on terminait en livrant le jeudi après-midi, en courant comme des fous, rue du Louvre à Paris, pour donner, pas à l'imprimerie, mais pour donner à la rédaction les 2 pages qui vont paraître la semaine suivante. Tout ça avec le fait que il y avait d'abord cette pression du temps de faire vite et bien, mais sans se prendre la tête. On n'avait pas le temps de jouer aux artistes. On n'avait pas le temps de dire non, c'est pas ça. Moi qui recommence beaucoup de plans, j'avais des images, tout ça. Je faisais des retouches aussi, mais à un moment, il faut y aller, il faut que ce soit bon, parce que ça part dans l'après-midi. Et la grande chance de travailler pour un journal avant que ça ne soit des albums, c'était qu'on était en fait payé pour faire des progrès. C'est-à-dire que si ce que je faisais ne plaisait pas à un tel lecteur, il tournait la page, et il avait Astérix derrière, ou il avait Blueberry avant, etc. Ou Dali, ou d'autres. Et donc c'était en fait un confort extraordinaire de ne pas avoir à prouver qu'on fait une œuvre qui va être lâchée dans le public et quel va être le verdict du public, alors que c'est maintenant, malheureusement, comme ça. Donc oui, travailler pour les journaux à l'époque, c'était quand même un formidable apprentissage, parce que même si on faisait l'album, parce que l'album sortait à l'époque, c'était peut-être une espèce de récompense, non? Oui, c'est ça. Mais il y avait même aussi la possibilité de changer de partenaire. Par exemple, moi, j'ai décidé de travailler avec Christin parce que, donc, le retour de mes voyages aux États-Unis, etc., Goscinny me donne un scénario qui était déjà prédécoupé, prédessiné par Fred, qui à l'époque n'était pas encore un dessinateur publiable, c'est-à-dire que son dessin très rustique, très carré, Goscinny hésitait un peu. Donc, et comme d'autres dessinateurs prestigieux comme Rezer, comme GB, etc., on était en charge, moi et d'autres dessinateurs qui dessinaient plus propre, de mettre au propre les dessins de Fred, ce qui est une aberration, et très vite ça a éclaté, et ces très grands caricaturistes ont eu le droit à être publiés pour ce qu'ils étaient, bien sûr. Mais moi, donc, travaillant sur un scénario préétabli où je n'avais pas prise, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. C'était pas ça que je voulais faire, et c'est là où Christin, malgré qu'il soit à Bordeaux 3 jours par semaine, parce qu'il est devenu prof de journalisme à l'IUT de Bordeaux, et s'est lancé dans la carrière de scénariste avec moi, parce qu'il n'avait jamais écrit un scénario avant, il avait la plume littéraire, il avait fait des critiques, il avait fait des petites nouvelles, mais pas de scénario de BD, et on s'est appris le métier l'un à côté de l'autre, avec bonheur et malheur, évidemment, comme tout le monde. Oui, avec les inconvénients de cette époque. Puis, alors après, bon, les années 68 passent, et vous continuez. Après, bon, il y a 68, là, on est quand même quelques bouleversements dans Pilote, je crois, si je me souviens bien. Oui, il y a eu, disons, une fronde de contestation, non pas contre Goscinny, mais on voulait plus de création graphique, artistique, notamment ce qui manquait beaucoup dans le journal à l'époque, qui était, il faut le dire, assez laid, c'était une direction artistique. Mais on ne faisait pas puisque chaque auteur faisait sa page, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais enfin, la vraie contestation était là, on disait, on voulait plus d'improvisation. Et alors, les choses se sont mal passées parce que Goscinny, qui arrivait enfin
au sommet de sa carrière, avait des petits couillons autour de lui qui lui secouaient son siège. Et vraiment, il a très très mal pris le truc, alors que Charlier, qui était au courant de nos revendications, ne trouvait pas ça dramatique. Enfin, ça, c'est des anecdotes. Et c'est bien que Goscinny a dit, puisque vous voulez de l'innovation, nous allons faire 8 pages d'actualité toutes les semaines. Rendez-vous le lundi après-midi, réunion de rédaction, amenez des idées, on en parle, on fait un tour de table, on lance les idées, on lance les commandes de dire bon, un tel, vous faites 3 pages sur ce sujet-là que vous venez d'énoncer, voilà. Et à rendre, mercredi après-midi, jeudi, ça part à l'imprimerie. C'est-à-dire qu'il y avait, encore une fois, la pression d'un travail qui était beaucoup plus proche du dessin de presse que du dessinateur de bande dessinée, où c'est là où aussi on pouvait se permettre des improvisations, des petites histoires très courtes, des gags en 1 page, en 2 pages, et disons de changer de braquet, de changer de style de dessin même, de changer de partenariat, où moi je me suis retrouvé avec Fred, avec qui je me suis toujours très bien entendu, mais pas sur mon histoire, mais par contre sur les improvisations sur ses histoires à lui, et on s'est beaucoup amusé. Donc il y avait cet espace de liberté extraordinaire qui a été jusqu'à la limite, bien sûr, par des années 72-75, la limite de ce que Goscinny pouvait accepter dans son journal de pilote, c'est-à-dire que dès que Gottlieb avait envie de dessiner des bisouquettes, dès que Möbius commençait à élaborer des choses un petit peu qui sentaient la fumette, là ça coinçait, et donc il y a d'abord eu Bretéché, Mandrika et Gottlieb qui ont quitté Pilote pour fonder l'Écho des Savanes. Alors là ça a été en clash, puis il y a eu le Métal Hurlant où Dionnet qui avait fait quelques scénarios dans Pilote, Möbius qui lui continuait son Blueberry dans la journée et faisait des planches de Möbius la nuit, parce que pour se reposer, faisait ça pour se reposer. Drouillet évidemment qui faisait du Drouillet grand format ou petit format. Tout ça c'était un bouleversement, et le journal Pilote l'a massé. Personnellement, moi j'étais dessinateur de science-fiction déjà depuis 10 ans dans Pilote, et même si j'étais invité à faire quelques courtes histoires dans Métal Hurlant, ça ne m'apportait pas, sauf un problème graphique de dire d'accord, je travaille à la couleur directe, mais ça c'était pas très très important. Et donc je n'ai pas continué avec Métal Hurlant, où je me sentais pas d'ailleurs très très bien, parce que les grands talents de Métal Hurlant ont drainé beaucoup de dessinateurs qui ont été un peu des suiveurs, un peu, et je veux dire, j'aimais pas trop ce qui se faisait quand c'était pas les grands copains de Pilote. Donc revenons à Valérian et Jorwin. Donc juste après la fin des années 60, début des années 70, bon, le succès commence à arriver. Le premier album, il parlait en quelle année? Le premier recueil d'histoire 70. La Cité des eaux mouvantes, qui est donc un remontage. À l'époque, on avait fait 2 histoires de 30 pages, et 30 et 30, ça faisait 60, et ça n'allait pas pour faire un album, donc on a coupé un peu, on a remonté, c'était pas des séquences très graves. Et puis depuis, la Maison d'Argot a réédité maintenant l'intégralité dans l'album de toutes les pages. Enfin, ça c'était pas très important. Ouais, donc le premier album paraît en 1970. Bon, je pense que l'accueil en vente est bon, je pense. Oui, mais c'était des chiffres ridicules pour l'époque. Attention. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement, ça devait être entre 5000 et 10 000 exemplaires. Alors, en ce moment, c'est ridicule par rapport au best-seller, mais par rapport aux nouveautés qui sortent un peu incognito, c'était déjà beaucoup plus confortable.
Non, et surtout, il y avait un album qui paraissait tous les 6 mois. Si bien que le libraire et les lecteurs éventuels avaient le temps de feuilleter les pages, de revenir, finalement je vais l'acheter ou je ne vais pas l'acheter. Oui, on ne sait pas, il y avait peut-être un nouveau DVD à l'époque, je sais pas. Au dos du premier, La Cité Zoubomante là, il y a l'intégralité, avec 20 titres, de l'intégralité de la production de la Maison d'Argot. Donc, voilà. Donc maintenant, on n'aurait peut-être pas assez de place pour tout l'écran. Voilà, c'est incroyable. Donc cet album a un bon succès, donc toi tu continues à enchaîner. On va pas revenir trop sur l'économique, mais allez, maintenant en 2013, tu as vendu à peu près combien d'albums en langue française? Je sais pas, Dargaud dit 2 500 000, moi je ne peux pas dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai. On a eu beaucoup de rééditions, on a eu en langue française, on a quand même eu, la plupart des albums ont été réimprimés 2 ou 3, 4. Les premiers ont été réimprimés 20 fois en petit format, en grand format. Bon. Et un autre exemple pour donner, un peu voir la progression, on va pas parler de celui qui est sorti cette année, mais celui qui est sorti l'année dernière, il a été vendu à combien à peu près? J'ai plus des chiffres, c'est incontestablement un beau chiffre du genre 50 000, 40 000, je ne sais pas exactement. D'accord. C'est moins que la grande époque où l'éditeur tirait presque à 100 000. Mais le procédé d'imprimerie et de stockage n'est plus le même. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un tirage, on stockait des caisses et des caisses et des caisses d'albums. Maintenant, avec le fait que les représentants peuvent voir que la vente se passe très bien ou au contraire ne se passe pas bien, on relance l'ordre de réimprimer. Dans les 8 jours, le nouvel album est réimprimé et disponible. Alors que là-bas, avant, il fallait 3 mois pour mettre ça en place. Donc, Clément, tes ventes se sont à peu près stabilisées, donc tu as gardé ton public. Alors dans ces années 70, finalement, après 70, le monde a évolué, les idées évoluent, et on se rend compte que Valérian, qui semblait être une série un peu, dans Pilote pour enfants, est une série qui développe des thèmes qui sont quand même beaucoup plus proches des préoccupations des adolescents et des adultes de l'époque. Tu as parlé de l'écologie, on va parler même le religion, on ne dit pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a un côté quand même assez féministe. C'est quelque chose totalement. Toi, on voit bien dans les albums que toi et Pierre, vous êtes assez proches d'une sensibilité plutôt de gauche type années 70. Quoi. Oui, avec le fait aussi que politiquement, c'était des années d'opposition très forte à la gauche et à la droite, et que Valérian, qui n'a jamais voulu être une bande dessinée militante, parce que je trouve que c'est pas, si vous voulez être militant, il faut faire de la bande dessinée. Mais par contre, on a toujours fait une bande dessinée qui était en accord avec nos préoccupations et nos goûts, donc pour faire quelque chose qui, là aussi, avait quand même... la bande dessinée a été pendant très longtemps conservatrice, de droite. Les héros sont partis à la recherche de rattraper le méchant Ulrich, qui veut toujours casser le monde, etc. Et l'album se termine parce que l'ordre est rétabli, le bon chemin est tracé, et on continue. Ça, on n'a jamais voulu suivre ce schéma-là, on a toujours pensé que c'était plus intéressant de poser une problématique et de ne pas les résoudre, parce que la plupart du temps, Valérian et Laureline sont des témoins, ils se partagent, ils exposent leurs raisons, et puis le lecteur lira la suite ou pas, avec le fait qu'on ne propose pas de solution. Et Dieu sait que les problèmes actuellement ne sont pas faciles, mais dans le futur, alors là, je ne sais pas du tout comment ça peut se résoudre. Donc vous développez tous ces problèmes, donc le succès monte un peu. Alors moi, je vais revenir sur un petit peu quelque chose d'important quand même dans un album de bande dessinée qui est toi. Tu fais tes planches en noir et blanc, mais alors quand on voit l'album, il y a de la couleur. Alors, il y a 2 choses importantes dans la couleur. Le choix des couleurs et qui les fait. Voilà, exactement. Il se trouve que j'ai eu la meilleure coloriste de bande dessinée et que c'est ma sœur, Evelyne Tranley. Donc
là-dessus, et c'est très très bien parce qu'on travaille pas du tout ensemble, mais je lui donne les ambiances que il signifie à peu près, non pas du tout, là c'est clair, là c'est bleu, là c'est rouge, mais que... L'explication sur la planche, hein, par exemple Oui, celle-là c'est encore c'est encore des planches de la première époque, c'est assez clinquant, parce qu'à l'époque aussi, l'imprimerie dans le journal, puisque ça paraissait d'abord dans le journal, avant de prendre l'album, il s'accrachait. Il fallait que les publicités qui accompagnaient le journal aient bien blanc. Donc tout le monde récoltait dans les pages dessinées la couleur des pages à côté. Mais là, par exemple, bon, c'est sûr que mon dessin, il est voulu en lumière. Et je peux très bien là-dessus lui dire, écoute, c'est une très bonne coloriste, une habile coloriste. Donc j'ai dit, écoute, il faut que ça soit très doux à l'arrière-plan. Et par contre, ici, le premier plan, je voudrais que ça soit très sombre. Alors je vais mettre des ombres noires, parce que j'indique beaucoup la lumière par le noir et blanc de mon dessin, mais aussi par moments, elle a fait des magnifiques arrangements. Et ça, elle le fait chez elle me les rapporte, je peux faire des retouches, puisque c'est de la gouache, c'est à l'ancienne, elle ne travaille pas à l'ordinateur, et moi non plus, donc je prends un petit pinceau et je rajoute un petit peu de bleu ou de rouge, si j'en ai envie. Et ça dure comme ça, on a réussi à imposer encore le fait qu'on peut travailler avec des méthodes traditionnelles et non pas de passer par l'ordinateur. Donc là, voilà le problème des couleurs. Tu as trouvé la solution donc avec Edwige Tremblay, ta sœur. Je vais revenir un peu sur les inspirations de Pierre Christin. On se rend compte que Valérian, finalement, procède un peu dans la science-fiction française en bande dessinée, comme procédaient les auteurs américains de romans qui, à travers la science-fiction, développaient des thématiques très personnelles, politiques, sociétales. Et je pense que Pierre Christin a été quand même très très influencé par tous ces auteurs. Je vais peut-être parler de gens comme Philippe José Farmer, Robert Silverberg, Poul Anderson et tout ça. Donc vous avez quand même transposé un peu dans la bande dessinée française cette tradition, parce qu'on va reparler de Poivet, qui lui faisait une bande dessinée qui paraissait dans Vaillant, qui était d'inspiration un petit peu politique, hein, parce que c'était un journal communiste à l'époque, il y avait des volontés dedans, avec un dessin un peu différent. Tandis que là, vous partez sur quelque chose qui est vos envies, vos préoccupations, mais la bande dessinée et la science-fiction sont quand même le véhicule idéal, quoi. Oui, c'est que pour moi, ce qui m'intéresse à dessiner, c'est pas les boulons du moteur de la fusée, mais c'est éventuellement imaginer la fusée extraterrestre d'une autre civilisation, dans une autre planète, avec d'autres architectures, puisque, encore une fois, le plaisir de la science-fiction, c'est de recréer complètement la logique d'un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre. Alors, à l'auteur d'avoir l'énergie ou pas, de trouver les bonnes idées, et par moments ça gratte fort et ça passe pas, et d'autres fois à un moment on dit oui tiens, j'ai trouvé une belle chose. Moi ce qui me plaît c'est le graphisme, hein. La science-fiction en elle-même n'est pas une de mes préoccupations, par contre c'est la porte ouverte à l'imaginaire, et je trouve ça extraordinaire de pouvoir pendant 45 ans raconter des histoires qui se passent dans les planètes, dans les environnements, qui peuvent être totalement différents les uns des autres, et dans un grand esprit de liberté. Et ça, c'est vraiment une chance. Oui, c'est une grande chance quand tu le trouves dans ces albums. On verra un moment aussi que Pierre Christin s'inspirera finalement de la littérature avec deux albums, les Spectres d'Interlove, Brooklyn Station et les Spectres d'Interlove, qui sont vraiment l'adaptation d'un roman, là, non? Ou d'une nouvelle, pas une nouvelle? Je suis pas au courant. Bon, moi j'ai pas au courant. Non, je pense pas. Enfin, encore une fois, l'influence du roman anglais, bien sûr. Mais non. Pierre n'a jamais adapté le roman. D'accord. Non. D'accord. Non. Je fais une erreur. Je pose la question, mais je crois pas.
Donc tu continues à développer, les années 70 sont des succès, ça se développe, et finalement tu vas faire des rencontres un peu partout, et puis finalement d'autres modes d'expression vont s'intéresser à ton travail, en particulier le cinéma. Donc voilà, tu vas faire des rencontres avec des auteurs, des rencontres qui vont te plaire, et d'autres ça va se passer un petit peu différemment. Alors ce qui est d'abord, c'est qu'il y a une chose qui se passe, c'est donc en 1977, alors qu'on vient de terminer les héros de l'Équinoxe, donc toute la grande l'ambassadeur des ombres avec cette ONU de l'espace, la rencontre entre les races différentes, etc., etc. Il y a un cinéaste américain qui sort un petit film de SF au festival de SF de Metz d'ailleurs, et j'arrive au festival et j'ai des copains qui me disent tiens, on a vu un petit film de SF hier soir, ça s'appelle Star Wars. Ça ressemble vachement du Valérian, on dirait du Valérian. Je vois le truc, c'était plaisant, pas très bien fichu, mais bon. Et puis, Star Wars évoluant et devenant ce que c'était, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait quand même des ressemblances assez étonnantes entre certaines séquences que j'avais dessinées, par exemple. Non, d'accord. Bon, mais par exemple, la Lorline, la princesse Leia en bikini doré, etc., se bat sur le pont d'un navire découvert au-dessus du désert, avec Marc Hamill, je crois, il s'appelle comme ça. Et si vous regardez Le Pays sans étoiles, Lorline, 10 ans plus tôt, est en bikini doré et se bat sur le pont d'un navire volant découvert au-dessus du désert, en désinguant Valérian qui arrive. Ou alors des extraterrestres, ou le coup de Darth Vader qui se met un casque sur son visage brûlé, alors que les connaisseurs de l'Empire des Mille Planètes, 1970, lèvent leur casque pour montrer qu'ils ont le visage brûlé. Oui, on peut voir aussi, bon, pour ceux qui voudront, on pourra vous montrer un petit catalogue, parce que même le personnage des Shingus, les Shingus sont... Les Shingus, oui. Quand on dessine des extraterrestres, voilà, on a une marge de manœuvre assez large, ouais. Et là il se trouve que bizarrement, le Watu, le personnage de Lucas, ressemble beaucoup à un Shagou. Bon, bref, là-dessus, j'ai écrit une fois à Lucas, j'ai jamais reçu de réponse. Je lui avais dit qu'on avait des univers très proches. C'était poli, gentil, mais il m'a même pas répondu. Donc je continue à le montrer, je continue à en parler. Et un jour, en 91, j'ai un coup de téléphone, c'est un monsieur qui s'appelle Luc Besson, qui me dit je pense que les Américains t'ont suffisamment pillé. Moi, je t'engage et je te paye pour travailler sur mon prochain film de SF qui va s'appeler Zaltman Blairos. Donc, Zaltman Blairos, alors évidemment, on se voit et je signe un contrat pour 100 jours de production, ce qui est énorme, c'est quasiment toute l'année 92. Et alors, ce qui était amusant, c'était que Pierre Christin avait commencé à écrire largement les premières pages du scénario des Cercles du pouvoir que j'avais commencé en 91 avant que Besson me téléphone. Et dedans, à la page 3, Lorline et Valérian rencontrent un chauffeur de taxi volant, limousin, plus pourri que les taxis du Bronx. Donc je mets entre parenthèses mon travail sur le Valérian et je lis le scénario de Zaltman Blairos, qui était un ouvrier dans une usine de fusées quand il il travaillait dans les banlieues de New York, et la ville futuriste était là, il allait se passer des tas de choses à peu près similaires au film qu'on connaît, mais il n'y avait absolument pas de taxi volant. Et dans une image que je dessine avec une vue plongeante des gratte-ciels, etc., je lui colle mes petits taxis volants de Valérian, et puis il regarde le dessin et il dit « Ah, ils sont marrants tes taxis
Et puis, c'est tout. Bon. Et tout ça, c'est l'année 92. Et on apprend à la fin de l'année 92 que Besson est parti aux États-Unis parce qu'il y avait des gros problèmes financiers pour financer le 5e élément, enfin pour le Zaltman-Leros. Et il est à New York où il tourne un autre film qui s'appelle Léon, avec la petite Nathalie Portman qui a 12 ans. Et le film a beaucoup de succès aux États-Unis, mais ça, c'est 2 ans depuis que je ne travaillais plus pour lui, et donc j'ai terminé, moi, mes cercles du pouvoir, et je lui envoie l'album à New York, je lui envoie, et l'album, et dont la couverture représente le gros taxi, et quand il a vu la couverture, il a dû se dire, les taxis volants, c'est pas une mauvaise idée. Léon a un énorme succès, les producteurs américains disent, on met du fric dans votre projet. Il a réécrit le scénario et le héros, qui n'était toujours pas Bruce Willis encore, eh bien devient chauffeur de taxi au lieu d'être ouvrier dans l'usine des fusées. Mon seul regret, c'est que j'avais dessiné un décor d'une usine de fusées absolument dantesque, et malheureusement j'aurais bien voulu le réaliser, enfin le voir réaliser, mais les taxis volants c'était pas mal quand même aussi. Donc tu vas collaborer sur le 5e élément finalement. Pendant 1 an, oui. Ouais. Ce qui est formidable aussi, c'est que Besson là-dessus, puisque Möbius était engagé également, il n'a pas beaucoup travaillé sur le projet, mais enfin il a fait quand même quelques trucs. Et c'est surtout que Besson voulait se servir de nos noms et du fait qu'on travaillait pour lui pour montrer les univers de la bande dessinée française. Et c'est vrai qu'on a été très bien traité et que ce film-là représente tout à fait l'univers que je dessine, avec des parties qui sont totalement la création en Besson. Il n'a pas suivi case après case tout ça. Mais et les chefs décorateurs aussi ont été extrêmement fidèles, et ça, j'ai été invité au studio de Pinewood à Londres pour voir le tournage de du grand opéra à la fin qui explose, etc. Et je veux dire que quand on marche dans les décors en disant mais merde, mais c'est mon dessin, c'est extraordinaire. C'est une belle aventure. Donc après cette collaboration, tu continues les aventures de Valérian, qui arrive finalement, à faire raccourci, on arrive 2010, pareil, tu as un album qui finalement doit être la fin des aventures de Valérian, quoi. Vous avez décidé vraiment avec Jean-Claude de terminer les aventures, enfin vous l'avez annoncé à l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait le fait que quand même, le paradoxe que dans le premier album de Valérian, en 1968, quand on l'a décidé, on avait annoncé qu'il allait avoir un cataclysme nucléaire sur la Terre en une date très lointaine, 1986. Allez, 84 était pris par Orwell, donc on a choisi 86. Et évidemment, le fait qu'on continue à produire Valérian et s'approchant des années 80, etc., Christin, qui lui, en tant que scénariste, son devoir, c'est de veiller à la complexité du scénario et aussi sa force de dire mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver en 85? On ne peut pas dire le cataclysme n'a pas eu lieu sur Terre puisqu'on y est, mais donc les aventures sont le négatif des aventures. Donc il a développé cette histoire de la Terre double, Galaxity, perdue, dont Valérian aujourd'hui va faire une quête. Je suis toujours très content quand c'est lui qui explique l'histoire. Moi, ça me dépasse un peu. Mais incontestablement, il fallait qu'il retrouve Galaxity. Et d'ailleurs, retrouvant Galaxity, qui était le rêve de leur périple, il découvre que c'est pas si bien que ça, Galaxity. C'est ça qu'elle fait, un peu comme les choses qu'on a trop désirées, et c'est moins bien après. Et donc, on a bouclé la boucle
de cette recherche de Galaxy. Et on a mis la fin des fins pour dire, voilà, la quête de Galaxy, c'est fini. Bon, mais comme Pierre et moi, on n'est pas encore morts, on a envie de travailler encore un peu, et donc on s'est dit, eh ben, on va faire quelque chose de très différent qui est des retours en arrière à l'intérieur des anciennes histoires pour pouvoir découvrir des choses qu'on n'a pas eu le temps. Parce que les scénarios de Plessin sont d'une grande densité et 46 pages ou même maintenant 50, 55 pages, 60, c'est effroyablement bourré et tout. On se permet des petits retours en arrière à l'intérieur des grandes histoires qu'on a racontées il y a 20, 30, 40 ans. Et moi, en plus, en tant que dessinateur, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de reprendre le thème de certaines choses que j'avais à peine abordées pour pouvoir le redécrire, le réinventer et l'inventer même dans cet album. Et personnellement, alors en cassant le moule, des cases, des suites, avec des grandes illustrations couleurs, avec justement une grande liberté. Et personnellement, nous, on s'est fait plaisir. J'espère que le public aura plaisir. Je le souhaite aussi. Donc Valérian L'Oréal, c'est vraiment la série, enfin, on peut dire phare, c'est la série majeure de science-fiction de langue française, je veux dire, parce qu'on met les Belges des années 70 à maintenant. Il y a eu pas mal de concurrentes, et des amis comme Jérôme Mebus ont fait des choses, mais cette série perdure, et cette série surtout, elle a ouvert la porte, je crois, à beaucoup d'autres. Elle a ouvert la porte à d'autres séries de science-fiction. Toi aussi, tu avais quand même un travail, tu as rencontré des jeunes auteurs qui sont venus voir, on en a rencontré quelques-uns tout à l'heure qui se promenaient dans les allées du festival. Donc on se rend compte que toi, en tant que dessinateur, tu as aidé des gens à avancer. Pierre et toi, en tant qu'auteur, vous avez ouvert des portes à d'autres gens. On peut parler des séries comme Sillage, on peut parler du travail de Denis Bajram et d'autres. Ouais. Donc finalement... Mais ça n'a rien à voir. Enfin, moi, surtout, je ne veux pas que les gens se mettent à copier. Ça, c'est la forme effroyable. Par contre, si le plaisir qu'ils ont eu de lire certains albums leur donne envie de raconter des histoires à leur manière, ça, c'est formidable. Évidemment. Je pense qu'on parlait tout à l'heure avec Johan aussi, qui disait qu'il est allé te voir quand il avait 17 ans, il t'a montré ses dessins, tu aides aussi les gens comme ça, ce qu'a fait Gigé avec moi. Ben, voilà, Franquin, moi j'étais voir Franquin quand j'avais 17 ans. Hein. Et Gigé, j'étais avec Giraud. Alors évidemment, inutile de dire que Gigé a un peu plus regardé les dessins de Giraud que les miens, parce que c'était tellement prometteur. Quoi. Mais ça, c'était la grande tradition. Je crois que c'est une tradition que personne n'a inventée. Les peintres ont toujours eu des assistants, etc. Et en bande dessinée, qui est un travail, un artisanat tellement solitaire, tellement répétitif, c'est bien lorsque on est confronté à la critique, non pas de dire c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est plutôt de dire est-ce que tu as bien choisi l'angle de prise de vue, comment tu le racontes, est-ce que narrativement c'est compréhensible pour tout le monde, puisque la bande dessinée c'est d'abord un récit que l'on prend le lecteur par la main à la page 1 et on ne le lâche pas jusqu'à la page 50. Donc tout ça, c'est des rapports de génération, et ça se fait encore, pas qu'avec moi, hein, parce que on a tous fait ça, et je crois que c'est important de dire, bah tiens, un peu comme quand vous allez chez le docteur, et il vous dit, docteur, j'ai mal là, et le docteur vous enfonce le doigt de là, vous en ça vous fait mal, et ben, avec les dessinateurs, c'est un peu pareil. Voilà, donc nous on arrive à la conclusion là, de notre intervention. On a quelque chose à rajouter là? Si, les projets d'avenir, est-ce qu'il y en a? Est-ce que, alors je vais te poser une question, est-ce que tu dis souvent que tu as les 3 dans tes albums, est-ce que tu aurais envie de faire un album de 120 pages par exemple?
Je vois à ta bouche. La réponse est un peu lâche en disant que j'ai déjà fait plus de 120 pages. Non, les énormes pavés, je ne suis plus un jeune homme, les énormes pavés, il y a des dessinateurs canovistes qui sont des pages, des piles de pages comme ça, et ils disent oui, j'ai signé 3 contrats de plus avec un autre éditeur. Moi, je peux pas. À chaque album, c'était plus concentré de ce que je pouvais faire. Non, pour les projets, il y a certainement un prochain album qu'on va mettre en chantier. Et puis, il y a autre chose. Alors ça, c'est M. Besson qui l'a dit depuis un bout de temps. Il voudrait faire un film de Valérian. Et comme ça fait plus de 10 ans qu'il le dit, je commence à me dire que ça va... Bon, on va attendre, hein. Moi je suis pour rien. D'accord. Ben, merci Jean-Claude. On va consacrer quelques minutes à des questions, s'il y en a dans la salle, oui. Voilà. Bonjour. Avez-vous un droit de regard sur les vidéos? Oui, le droit de regard, c'est aussi efficace que si vous êtes dans un champ et que je vous donne un sifflet à roulette et je vous dis regarde le TGV va passer, si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu siffles. C'est à peu près ce qu'on peut faire quand on reçoit les travaux qui viennent du Japon, qui ont été dessinés. On a lu les scénarios, certains scénarios, on les a lus, et quand vous lisez un scénario de dessin animé, oui, pourquoi pas. Enfin, il y a quelques scénarios qu'on n'avait pas lus, qu'on aurait mis de côté, mais d'autres en disant, bah oui, pourquoi pas. Hein, où les personnages sont repris avec, on se dit, oh oui, c'est un peu l'atmosphère du marché de cirque, etc. Le résultat, bah, il y a des pas mauvais épisodes, et il y en a d'autres qui sont catastrophiques. Mais vous ne pouvez pas, et même financièrement, les réalisateurs qui, à Paris, recevaient les dessins du Japon, ils essayaient de rectifier des petites choses dans certaines séquences, en disant, on ne peut pas dire qu'on refait la séquence. Financièrement, c'est pas possible. C'est pas du cinéma, c'est de la télé. Et donc, droit de regard, tout ce que vous voulez, moi je pleurais, Christin a fait me faire une crise cardiaque, mais non, il n'y a pas, enfin, c'est totalement inutile. C'est parti et c'est parti comme ça. Et en plus, n'oubliez pas que c'était 40 épisodes de 26 minutes, 18 heures de télé. Comment voulez-vous avoir le regard moi, mon désir de dessinateur, c'était de faire peut-être un 52 minutes qui était une histoire, un bloc, avec un début et une fin. En 52 minutes, ça aurait été passionnant parce que je pouvais certainement expérimenter plein de choses. Mais pour la télé, il faut que ça soit des séries, des trucs, ça rentre dans des trous, et voilà, 40 épisodes de 26 minutes. Oui. Toujours pour parler de regard, quel regard vous portez sur le Valérian de Larsenet? Ah ben alors ça, je veux dire, en ces temps d'astérix manie violente, je suis absolument ravi, et c'est Larsenet qui un jour m'a dit, tiens, j'ai envie de faire un Valérian, il m'a apporté une douzaine de pages, et c'était un plaisir, moi j'étais à écrouler de rire, et surtout, si mes personnages survivent, il faut qu'ils survivent à travers la vision qu'en ont d'autres artistes, et non pas leur faire les obliger à dessiner les erreurs que j'ai péniblement réparées sur mes propres dessins. Et si c'est mon imaginaire qui est recopié, ça n'a aucun intérêt, et mon imaginaire, il a déjà été recopié par pas mal de choses. Donc oui, j'étais enthousiaste, et on peut espérer qu'il y aura peut-être un nouvel épisode avec un autre dessinateur. Laissons les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ont aimé Valérian,
quand ils avaient 14-15 ans, eh ben, qui racontent leur propre Valérian avec leur style. Et si en plus c'est des dessinateurs très, très connus et très réputés, c'est donc un plus grand bonheur encore. Alors, moi j'aurais voulu savoir, de tous les albums de Valérian Loring, quel est votre préféré? Le prochain. Écoutez, je ne sais pas, parce que il y a... moi, je ne vois que les défauts dans mes albums, puisque ça existe. Donc c'est bien que ça existe, mais ce que je vois, c'est ah bah là, j'ai loupé tel truc, ou là, j'aurais pu mieux le raconter, ou on aurait pu mieux le raconter. Non, si vous êtes un créateur et que vous vous tapez sur le ventre pour dire oh ce que c'est bien ce que je fais, oh ce que c'est beau aujourd'hui, vous arrêtez de travailler et puis on n'en parle plus. Donc ce qui compte, c'est se critiquer tout en essayant de trouver un moyen de survivre à sa propre critique. Il n'y a plus de questions, on va terminer là. On va remercier Jean-Claude. Écoute, c'est un toujours un plaisir de te recevoir. Merci.